Ont été donc des donneurs d'alerte. Depuis cette époque, la Guyane peut bénéficier aujourd'hui d'un service en diabétologie complet qui a mis de bonnes choses en place en Guyane, notamment un DU en diabétologie, qui aussi organise une fois par an, lorsque c'est possible, un congrès en diabétologie en Guyane. Ce sont des choses qui n'existaient pas alors. Eh bien, les infirmiers libéraux, par leur part de leur contribution en termes d'acteurs de santé publique, ont permis qu'aujourd'hui, la Guyane bénéficie d'un tel service. Nous permettons aussi de faire reculer l'apparition des complications dans le cadre des suivis des patients chroniques à domicile. Et cela n'est pas sans apporter un bénéfice dans la qualité de vie des personnes suivies à domicile, mais également aux finances de l'assurance maladie, puisque nous évitons les complications, nous les reculons de très loin. En Guyane, nous sommes encore une alternative non négligeable pour le maintien à domicile de la personne âgée dans son environnement habituel, quotidien. Il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, près de 6% de la population est âgée de plus de 60 ans. Et nous connaissons aussi la carence notoire d'établissements et de structures adaptées pour l'hébergement et l'accueil de sujets âgés, mais aussi en situation de dépendance. Là encore, ce sont les infirmières libérales, les infirmières et infirmiers libéraux qui, en grande majorité, permettent que nos personnes âgées restent à leur domicile. Nous avons aussi une capacité de répondre aux grands enjeux du système de santé, particulièrement en ces temps où nous traversons une crise sanitaire sans précédent, qui est la crise de la pandémie 19, du Covid-19, excusez-moi. Nous avons été les premiers professionnels de santé à devoir faire face à l'épidémie, notamment de par notre obligation de continuation de soins 7 jours sur 7, dont nous sommes les seuls professionnels de santé à y être assujettis, sans matériel, ou en tout cas en quantité très insuffisante, et ce jusqu'à ce jour. Pour ce qui concerne la crise du Covid-19, la collègue Christiane Mayen va vous en dire quelques mots. En effet, en dépit de tous nos efforts pour importer des équipements de protection individuelle, décret de réquisition sorti, dans les premières semaines de la propagation du virus, nous avons été contraints de nous contenter des dotations insuffisantes accordées par l'ARS. Souvenez-vous, on nous disait, les masques ne sont pas nécessaires. Si vous en portez, portez donc des masques de tout loulou. Nous devons notre salut aux associations, Lions Club, Association des femmes chinoises, Rotary, Entreprise Columbus Vito, Collectivité CTG, Commune de Matoury, de Macroya, de Cayenne, qui se sont mobilisés pour nous venir en aide. Nous les en remercions encore. Nous devons notre salut à notre capacité à réagir grâce à notre copie l'URPS, qui, fort de tous les dons en masse et autres consommables, a fait l'acquisition massive d'autres équipements de protection individuelle dérivés, réadaptés pour l'occasion afin de nous constituer des kits pour entrer dans la bataille. Cela nous a permis jusqu'ici de pallier au plus pressé. Aujourd'hui, alors que la Guyane est désormais en stade 3, nous considérons que les autorités compétentes n'ont pas su mettre à profit dans les 2 mois d'avance que la Guyane avait encore sur cette pandémie. En effet, nous restons démunis face au virus, car malgré toutes nos demandes, l'ARS reste incapable de nous doter de surblouses, de surchaussures, charlottes, lunettes, protection, matériel indispensable dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons dû prouver la nature de notre métier, qui est un métier de soins de proximité, pour n'obtenir l'attribution que de 10 masques par semaine, alors qu'il nous en faudrait au maximum 21. Le masque FFP2, donc celui que je porte là. Voilà. L'URPS s'est doté d'un comité de pilotage. Présidente Madame Mathieu, des élus du syndicat présidente en Guyane, la FNI, Monsieur Joël Mandon, et moi-même, Madame Christiane Mayen, de la présidente élue de la commission paritaire, Madame Amour Félix, qui est ici présente, et des quelques idéaux volontaires, afin d'appréhender les différentes problématiques à gérer durant cette crise sanitaire,
par notre profession. Notre présidente a dû faire face au foot parfois allant jusqu'au mépris de la direction de l'ARS, qui, nous l'avons su, a usé de son influence pour lui faire interdire le droit de participer à certaines émissions diffusées à la population. Notamment, certaines vont se fâcher, mais vous savez, Vienne Première qui est en première ligne, elle n'avait pas tort que de vouloir défendre l'intérêt de ses confrères et consoeurs et de la population guyanaise sur la manière dont a été gérée et encore gérée cette crise. C'est la raison pour laquelle nous avions manifesté dans le courant du mois de mars dernier et faire entendre la voix de ceux qui représentent le premier et le dernier maillon de la chaîne du système de santé en France. Et pourtant, les infirmières de ville ont été de facto partie prenante à chaque fois qu'ils ont été sollicités, malgré les propres engagements auprès de leurs patients. Ils ont répondu présents et se sont organisés pour constituer une équipe de volontaires afin d'effectuer les prélèvements lorsque les drives et le labo n'y étaient pas encore préparés et ont du mal à obtenir le nécessaire pour travailler en toute sécurité. On a constitué une équipe de volontaires pour le télésuivi des patients atteints du Covid-19, suivi à domicile, Veillez vos santé. On a constitué une équipe de volontaires pour le suivi à domicile, en présentiel, en cas de besoin. Participer à la téléconsultation grâce à l'application de Medavise à plus de 70% de la présence de l'IDEL auprès du patient s'est avéré nécessaire. Participer avant l'arrivée de professionnels de la réserve sanitaire. Les IDEL se sont portés volontaires pour aller au niveau du barrage de Regina, tel que nous avons notre collègue qui s'appelle Régis. Et sa collègue Nicole. En outre, nous sommes restés auprès de nos patients en leur produisant leurs soins habituels, mais surtout en palliant aux informations inadaptées, aux réalités et au vécu de notre territoire et de notre population. Alors les patients disaient, mais pourquoi portez-vous un masque? Dites que ce n'est pas nécessaire, d'après ce que l'ARS disait. Pourquoi le confinement alors que nous sommes en phase 1? Déconfiner cela veut dire que je peux vaquer à mes occupations, alors etc. Dès que nous avons été en mesure de nous procurer des machines chirurgicales en quantité suffisante, grâce au travail fourni par notre URPS, nous avons été les premiers à en fournir aux patients suivis à domicile. Nous avons été également contribués aussi par des dons de masse pour certains foyers d'épidémie. Aujourd'hui, nous organisons encore, car la demande va en grandissant, afin de former un maximum d'IDEL pour les prélèvements et dépistages à domicile. Nous travaillons sur le projet d'un point d'accueil supplémentaire pour les prélèvements. Nous travaillons également sur la réalisation du tuto en vue de former la population sur la bonne utilisation des gels, comment connaître la qualité et le lavage des mains primordial, ainsi que sur le port des différents masques. Voilà un résumé de notre action durant cette crise. Donc, je laisse la parole à mon collègue Joël Mandon pour l'infirmière, le Ségur de la santé. Il y a 2 mois, le président avait annoncé un investissement massif pour la santé, suite aux dégâts causés par le Covid. Et donc, 2 mois après, ils ont ouvert le Ségur de la santé. Le problème, c'est que entre ce que le Premier ministre dit et ce que le ministre de la Santé et le président avaient annoncé, il y a un total décalage. Donc, c'est l'objet justement de ce mouvement qu'il y a aujourd'hui. Et donc, nous, de notre côté infirmier libéral, nous sommes partie prenante de ce mouvement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si l'hôpital va mal, nous aussi on le ressent. Donc le Ségur, il est fait aussi pour les professionnels de la santé. Et donc, nous sommes partie prenante et nous avons nos revendications à porter, en espérant que ce Ségur de la santé qui réunit tous les acteurs de la santé ne sera pas un effet, puisque pour l'instant c'est une consultation, c'est pas de la négociation, c'est une consultation. Merci Joël. Alors juste pour dire que
reprendre un petit peu le tout, dire que aujourd'hui le Ségur de la santé a lieu, une manifestation est orchestrée, est organisée massivement en France hexagonale. Et l'intérêt, c'était de dire, parce que cette crise a pu montrer que le système de santé tel qu'il a évolué depuis quelques années a fait complètement défaut au plus important, l'humain. Donc la revendication première qui est portée, c'est de placer l'humain au centre de l'hôpital. Et nous prenons le relais en disant que nous voulons placer le patient au cœur des soins de ville. Mais toutes les évolutions dont mon confrère vient de vous parler sont nécessaires pour que l'infirmier, qui est le premier maillon et aussi le dernier maillon du système de santé, vers la population, vers le patient, vers l'usager du système, eh bien, puisse bénéficier de toute cette transformation. Et en fait, il ne s'agit que d'entériner des choses qui existent déjà. Lorsque nous allons chez un patient et que nous prenons 10 minutes pour faire un soin, mais que nous restions 20 minutes pour discuter avec le patient, c'est la relation d'aide. Ça fait partie intégrante de notre travail. Lorsque nous prenons 20 minutes en plus du soin pour pouvoir l'informer, pour pouvoir lui faire une éducation thérapeutique au patient, ceci n'est pas valorisé dans notre travail. Et si, aujourd'hui, grâce à ce Ségur, eh bien, nous pourrons avoir ce que nous vous disions tout à l'heure, le rôle propre, valorisé, pris de partie complètement intégrante, valorisé et rétribué, nous pourrons d'autant plus eh bien, prendre le temps, parce que lorsque nous faisons ça, et que nous avons une vingtaine de patients à voir, nous sommes obligés de courir. Madame Etel, ce sera pour demain parce que j'ai un tel à aller voir. Eh bien, lorsque notre véritable rôle de prévention, notre rôle d'information, de formation, notre rôle propre sera pris à sa juste valeur, nous pourrons effectivement remettre le patient au cœur du soin, de soins en ville. Et c'était là tout le sens de notre soutien aujourd'hui à nos collègues en Guyane, puisque nous avons le service public en Guyane, et nous savons fort bien que ça ne va pas si bien que ça, puisque nous sommes en contact, et porter aussi notre soutien donc, à la manifestation qui est faite aujourd'hui dans le cadre de ce Ségur de la santé. Alors là, je suis obligée de rebondir sur les revendications qui datent d'ailleurs depuis 2001 presque, pour le système de santé en Guyane, l'offre de soins en Guyane. Encore en 2017, le milieu hospitalier s'est mobilisé pendant 70 jours pour réclamer notamment un CHU. Et un CHU qui nous fait grandement défaut maintenant dans cette période de crise de Covid. Vous êtes vraiment au fait de ce qui se passe. Aujourd'hui, on est en phase 3 de l'épidémie de Covid. La Guyane manque de tout. La Guyane manque de places, de lits pour la réanimation. La Guyane manque de tout. Donc, s'il y a de professionnels, le CHU, c'était pour pouvoir former des professionnels in situ et ne plus être tributaire de la fameuse attractivité de notre pays qu'on nous ressort à chaque fois. Donc, pouvoir former in situ, parce que nous avons une jeunesse qui demande à être formée, une jeunesse aussi compétente, qualifiée, qui demande à être formée, qui jusqu'à ce jour est obligée de partir pour se former ailleurs. Lorsqu'on sait qu'un médecin, c'est 10 ans pour un généraliste, 12, 14, 15 ans pour un spécialiste, vous voyez combien de temps ils sont obligés de partir. Entre-temps, ici, nous n'avons rien et on nous oppose l'attractivité de la Guyane. Le CHU, depuis 2001, on réclame ce CHU. Est-ce que vous ne voyez pas que depuis 2001, si ce CHU existait, la quantité de médecins que nous aurions pu avoir? Il ne s'agit pas seulement de médecins, il s'agit d'autres professionnels de santé, les sages-femmes, les kinés, les dentistes. Est-ce que du Ségur peuvent sortir des décisions vraiment tangibles qui vont pouvoir être suivies des faits en Guyane, par exemple, sur les problématiques de la Guyane? On peut l'espérer. Nous sommes des professionnels de santé. Mais Ségur se décide des choses réellement? On peut l'espérer. Alors c'est ce qu'on nous vend, entre guillemets. Voilà. J'ai envie de vous dire que c'est ce qu'on nous vend, que c'est le Ségur qui va procéder à la transformation, parce que le gouvernement a été obligé de se rendre compte, parce qu'avant la crise du Covid, et on n'oublie pas toutes les crises qui se sont passées. On n'oublie pas la Guyane avec 17 médecins aux urgences qui démissionnent parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. On n'oublie pas la réforme de retraite qui a mis des centaines d'infirmiers aussi dans la rue. On n'oublie pas ces infirmiers qui sont bastonnés par les autorités.
Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est l'occasion de faire le mea culpa pour le gouvernement? C'est l'occasion de dire, oui, ben, écoutez, on espère en tout cas qu'ils puissent reconnaître que le fait d'avoir... c'est pour ça que la revendication première, c'est de remettre l'humain au centre de l'hôpital. L'hôpital était devenu une entreprise. L'hôpital est devenu une entreprise. Elle fonctionne comme une entreprise. Il fonctionne comme une entreprise. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut rendre marchand, parce que c'est ça en fait, est-ce qu'on peut rendre marchand tout ce genre de services publics? Est-ce que la santé peut devenir une chose marchande? Eh bien, la crise du Covid nous montre bien que parce que pas suffisamment de matériel, pas suffisamment de professionnels, pas suffisamment de places en lit, parce qu'on a retranché dans les budgets pour pouvoir faire de la mutualisation, pour pouvoir faire des économies. Là, on espère que le Ségur permettra son mea culpa et devra réinvestir sur l'humain, c'est-à-dire l'humain au cœur de l'hôpital et l'humain au cœur du système de santé, y compris dans les soins en ville. Ce Ségur-là pourrait être l'occasion d'entériner en fait dans les actes, parce que nous avons un décret de compétences qui ne reconnaît pas suffisamment les véritables missions, la véritable expertise, la véritable compétence des infirmières. Nous faisons des choses qui ne sont pas valorisées. Ils savent qu'ils peuvent se servir de nous. D'ailleurs, la collègue a fait un long exposé sur la crise Covid, mais il n'y avait plus personne, excusez-moi de vous dire, que les infirmiers sont restés sur place. Non seulement parce que nous avons l'obligation de la continuité de soins, nous sommes les seuls professionnels de santé à avoir cette obligation, mais nous n'avons pas déserté. Malgré que nous n'avions pas tout le matériel, nous avons continué à prendre en charge nos patients, nous ne les avons pas laissés. D'autres, parce qu'ils n'avaient pas le matériel, ils avaient pu baisser les rideaux. Mais bon, on ne leur en veut pas, c'est normal. Si vous êtes un dentiste, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour vous protéger contre le Covid, vous vous mettez en danger, vous devenez un vecteur. Nos confrères aussi kinés, ils ont dû fermer parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Ils ont fermé, baissé le rideau. Donc nous sommes restés, et les médecins aussi, nous sommes restés et nous avons dû pallier à tout ça. Parce que là où il n'y avait pas de kiné, c'est nous qui prenions la petite mamie pour lui permettre de garder son autonomie. Là où il n'y avait pas d'aide à domicile, eh bien nous ne pouvions pas laisser les personnes dans cet état-là. Donc nous sommes restés et nous ne sommes pas prêts de disparaître parce qu'il semblerait que nous soyons bien indispensables, les infirmiers de ville, les infirmiers en hôpital, et que nous ayons supporté véritablement cette crise. Absolument. En manque de reconnaissance, donc il s'agit aujourd'hui que ce Ségur puisse entériner cela. Quel est votre regard sur la situation actuelle? L'augmentation de l'épidémie en Guyane de façon très intensive, le décès de 2 personnes supplémentaires aujourd'hui. Je vais laisser mes collègues d'abord s'exprimer à ce propos et je vous en dirai un mot. Je l'ai dit dans l'exposé que c'est une crise qui est très mal gérée en Guyane, parce qu'au début, la directrice de l'ARS ne prenait pas, à mon avis, cela au sérieux. D'ailleurs, nous l'avons dit et nous l'avons répété. C'est bien pour ça, quand elle a voulu accuser notre collègue du RPS qui, elle, avait des réunions avec à l'ARS, où elle disait qu'elle n'apportait pas assez d'informations. Vous nous avez vu sortir, alerter, dire que nous avions peur, que nous n'avions pas de masque, nous n'avons rien. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons organisé. Sinon, on n'a rien. Jusqu'à maintenant, on n'a rien. On nous dit d'aller faire des prélèvements. Vous avez des collègues qui prennent tout ce qu'on leur a donné, là, les kits. Merci. Les kits, et qui vont faire le travail pour l'ARS. Parce que nous, quand on nous appelle qu'il faut venir faire des prélèvements sur le terrain, la patiente ou le patient ne peut pas sortir, on est bien obligé d'y aller. Donc là, elle se retrouve démunie, elle n'avait rien, elle était obligée de servir des kits. Mais ça, qui a donné? C'est nous, par le biais des dons et ce que nous avons pu fournir. Vous voyez? Donc ça nous inquiète tout ça. C'est-à-dire que l'ARS, non, alors quand l'ARS dit qu'il y a suffisamment... Ah non, vous avez bien entendu que l'Institut Pasteur a demandé des surblouses et tout, parce qu'eux-mêmes, ils s'en foutent. Nous, on a droit. Alors, notre présidente de l'URPS, qui était en négociation, parce que nous n'avions que 6 masques FFP2. Au départ, on n'avait rien, on n'avait que des chirurgicaux. Exemple, le masque chirurgical vous protège
vous protégez la personne, mais ne vous protège pas vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues, vos organismes qui vont faire des prélèvements parce que au début, on était là comme ça, sans savoir. Et donc, elle a négocié. On a pu sortir 6 mars, mais après, rapidement, elle a encore négocié. On est à 10. Alors que quand on transpire et tout, on a quoi? Moi, je veux bien qu'elle fasse le bilan, l'ARS, la télé, j'ai vu dernièrement, où elle a fait la comparaison. Bon, peut-être que j'aurais été sur le plateau, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais moi, je lui aurais dit, madame, on ne peut pas comparer des courbes d'un département et un pays. Parce qu'un pays, c'est ça, un département, c'est ça. Donc moi, ça m'a gêné. Bien. Notre collègue, on n'a pas envoyé la collègue pour se bagarrer. Elle a bien répondu ce qu'elle a pu répondre. Voilà, vous voyez. Moi, non, je dis qu'elle est venue là, elle n'est pas venue pour se bagarrer. C'est bon. Peut-être que certains d'autres seraient venus, auraient été plus percutants. Alors, laisse Joël répondre. Voilà. La question était de qu'est-ce que tu en pensais de la situation. De la situation qui était grave, voilà. Je pense qu'on s'oriente petit à petit vers un confinement total. Parce que vu la circulation du virus, on ne voit pas comment on pourrait échapper à un confinement. Là, ils n'ont pas voulu le faire brutalement en faisant un confinement le week-end, mais petit à petit, ça va venir. Oui, mais dans les squats, vous avez déjà fait un tour dans les squats où on parle du confinement, d'accord, mais la plupart des squats, nous, quand on y va, les gens ne sont pas protégés. Hein. Pourtant, il y a des distributions de masques. Vous êtes le premier acteur du terrain. Pour compléter un peu la question de ma voix, pour vous, la situation à l'heure d'aujourd'hui est inquiétante, préoccupante ou très alarmiste? Très inquiétante et alarmiste. Voilà. Et très grave encore, et très tout ce que vous non, ce qui est regrettable, en fait, ce qui est vraiment regrettable, c'est que nous avons eu pendant près de 2 mois une avance considérable sur le virus. Qu'avons-nous fait de cette avance? Nous sommes-nous préparés? Non. Excuse-moi. Qu'avons-nous fait de cette avance? Eh bien, cette avance, elle a fondu comme neige au soleil, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que l'hôpital s'organise pour faire des lits, pour faire des services. On entend que dans chaque service, on fait un peu de lit, Covid, alors qu'ailleurs, pas tout ailleurs, des unités complètes Covid étaient préparées. Qu'avons-nous fait pendant nos 2 mois? Comment se fait-il? Est-ce que c'est pas un risque de mélanger? Oui. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est en train de dire, c'est un risque. En tout cas, ce que je sais qui a été fait ailleurs, c'est qu'on a ouvert des lits, des services entiers consacrés au Covid. Pendant ces 2 mois, qu'avons-nous fait? On nous vantait que nous étions en avance sur la pandémie, mais qu'avons-nous fait? Est-ce que nous n'avions pas l'opportunité à ce moment-là de chercher à doter le territoire en matériel? Nous entendons que nous avons la réserve sanitaire qui arrive très bien, mais malheureusement, on entend aussi qu'on envisage d'évassaner les patients en Guyane une fois que l'hôpital de Cayenne serait submergé. Pourquoi, pendant ces 2 mois d'avance, nous n'avons pas doté le territoire? C'est des questions que nous nous posons, nous. Parce que nous, les professionnels de santé, nous sommes peut-être les premiers qui allons être évassanés. Moi, si je tombe demain, je ne souhaiterais pas partir loin de ma famille, peut-être décéder ailleurs et ne pas pouvoir organiser mes obsèques en Guyane parce que mon corps ne sera pas... on ne pourra pas le faire voyager du fait d'une pandémie. Alors, comment se fait-il qu'on se retrouve dans cette situation? Nous sommes là, nous sommes professionnels de santé, mais nous sommes usagers du système. Et vu le nombre de professionnels qui sont tombés en France hexagonale, nous avons une grande inquiétude en ce qui concerne nos propres collègues, nos propres confrères, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de l'hôpital. Qu'allons-nous faire? On va nous évassaner? Mais c'est ce qui reste. Parce qu'on ne s'est pas préparé? Alors ces 2 mois-là, malheureusement, eh bien, ils ont fondu comme neige au soleil, 2 mois d'avance sur le Covid, et on se rend compte que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il y a une réorganisation, et c'est regrettable, c'est très regrettable pour la Guyane. Je pense que c'est... Et nous attendons, que nos élus, nous attendons que nos représentants élus puissent monter au créneau, hein, nos grands électeurs, les exécutifs, les parlementaires,
Est-ce qu'ils se sont rapprochés de vous? Je leur demande, certains pourcentages d'entre eux, oui. Mais c'est à eux aujourd'hui de prendre le relais parce que nous faisons notre part. Nous faisons notre part depuis un bon moment. Nous sommes montés au créneau, nous sommes au combat puisqu'on nous a envoyés à la guerre. On a réussi à nous doter de quelques matériels, mais ce n'est pas encore là, nous sommes dans le haut de la vague et nous n'avons pas ce qu'il faut pour pouvoir aller au combat. Vous voyez, vous avez tous la possibilité de recevoir justement en Corée, comme on nous comparait en Corée et puis en Italie. Vous voyez comment les gens ils sont habillés pour pouvoir faire face au Covid? Eh bien, nous ne sommes pas encore là. Vous voyez, nous ne sommes pas encore là. Nous n'avons pas de surblouse. Nous n'avons pas de Charlotte. Certaines personnes se demandent pourquoi Mme Mathieu attache toujours sa tête. Parce que je n'ai pas de Charlotte. Alors tous les jours, j'attache ma tête, je lave mon foulard, j'en mets un autre parce que je n'ai pas de Charlotte pour pouvoir m'habiller et aller intervenir dans les sites. Voilà la vérité. Nous n'avons pas de surblouse pour pouvoir nous protéger. Donc, nous faisons avec ce que nous avons. On nous a donné des ponchos en plastique pour la société Vito pour tenter de nous protéger. Mais ce n'est pas avec ça. Dans une de nos réunions, Madame Debord nous a dit « Je ne pensais pas un jour devoir vous dire ça, mais il faudra peut-être que vous vous vêtissiez avec des sacs poubelles. » Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Et voilà pour ce que nous avons à dire. En gros, ce qui nous a permis de sortir de cette crise, notamment en métropole, c'est bien parce que les soignants se sont battus, tout corps de métier confondu. On a tous suivi ces images. On a des collègues qui sont morts en faisant leur travail, en n'ayant pas le matériel, etc. Donc c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui, puisqu'on a une pression qui est en train de monter. Vous avez vu, le nombre de patients en réa augmente. Nous avons eu 2 décès hier, on a de plus en plus de cas. C'est à ce moment-là que le président de la République, avec ses conseillers, ont choisi de confiner, quand nous étions en stade 3. Le confinement a servi à une seule chose, à diminuer la pression des malades dans les hôpitaux, notamment éviter au maximum l'entrée de patients en réanimation. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes inquiets? Je ne vais pas reprendre. Oui, effectivement. On est sur le terrain, on voit bien ce qui se passe. On a de plus en plus de malades. Voilà. On découvre des clusters. Exactement. Des clusters qui ont été découverts par des infirmiers qui sont sur le terrain. Donc voilà. Aujourd'hui, en gros, pour vous, il faudrait reconfiner aujourd'hui. C'est une décision qui doit être prise par les autorités. Je conçois que ça va être pénible entre 2017 plus les 2 mois de confinement qui ont été pris ici. Voilà. Ça a été décidé en échelon central. On a confiné en même temps que la métropole, à un moment où nous étions en stade 1. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un confinement territorial, c'est-à-dire adapté à l'Amérique du Sud? Vous voyez, aujourd'hui, au Brésil, ça monte. Au Suriname, ça monte. On est en France, à la frontière italienne, ça monte. À la frontière espagnole, ça monte. On a de plus en plus de gens en réa. Stade 3, on confine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, c'est une question à se poser. Si on demande à tout le monde, on aura tous une idée différente. C'est facile de parler a posteriori, c'est pour ça que je ne suis pas dans la critique. Parce que c'est toujours facile de parler a posteriori. Rappelez-vous, Roselyne Bachelot, quand elle avait commandé les vaccins, tout le monde a... Pourtant, s'il y avait eu un problème, on aurait été bien content de les avoir. Ben, les stocks ont servi à ça. Ils ont servi à faire d'autres choses en fait. Hein. Non, les stocks voilà. de masques et tout ça. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Heureusement. Bon. Après voilà, aujourd'hui c'est une question qu'on doit se poser réellement. Voilà. De toute façon c'est la pression sur l'hôpital de Cayenne et les hôpitaux qui fera qu'ils prendront une décision. Voilà. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.